Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, crime sexuel, qu'est-ce qui crée le sentiment d'impunité? Le procès de celui qui fut le père Prénat ne commencera que demain à Lyon en raison de la grève des avocats. On y attend des explications de celui qui fut longtemps aumônier scout et qui a commis des crimes sexuels sur mineurs. Mais on espère également comprendre les raisons qui ont poussé l'Église à ne pas rompre le silence face à ces actes. Qu'est-ce qui pousse certains individus, qu'ils soient prêtres, artistes, médecins ou écrivains, à s'exonérer de la loi commune et à se complaire dans un sentiment d'impunité? Et dans quelle mesure les représentations sociales de certains milieux alimente-t-elle de notre côté ce sentiment? Nous en discuterons ce soir avec Véronique Legoisiou, elle sera avec nous au téléphone. Elle est sociologue, chercheuse associée au LAMES CNRS, autrice de Viol, que fait la justice aux presses de Sciences Po en 2019. Gabrielle Arena est avec nous en studio, elle est psychiatre, elle est responsable du centre de ressources auprès d'auteurs de violences sexuelles en Île-de-France Nord-Est et à l'hôpital de Villévrard. Sœur Véronique Margron est avec nous, elle est dominicaine, théologienne et présidente de la conférence des religieuses et religieux de France. Et enfin, Anne-Claude Ambroise Rendu est historienne et autrice d'une histoire de la pédophilie chez Fayard en 2014. Souvent, derrière leur gentillesse démesurée et leur visage angélique, ils cachent sans vergogne un loup terrible prêt à dévorer les âmes innocentes. Les péchés et les crimes des personnes consacrées déforment le visage de l'Église en minant sa crédibilité. Il doit être clair que face à ces abominations, l'Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. Et à ceux qui abusent des mineurs, je voudrais dire, remettez-vous à la justice humaine et préparez-vous à la justice divine, convertissez-vous. Voilà, vous l'aurez reconnu, il s'agissait du pape François. C'était il y a un peu plus d'un an, le 21 décembre 2018. Bonsoir à vous, sœur Véronique Margron. Bonsoir. Cette déclaration est une déclaration forte qu'a fait donc François. C'était il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé depuis un an et peut-être depuis ces dernières années au sein de l'Église, puisque nous avons provoqué cette émission à l'occasion du début du procès du père Prénat, celui qui fut le père Prénat parce qu'il ne l'est plus. Je pense qu'on peut dire qu'il y a enfin un propos très clair suivi d'actes. Un propos très clair qui est celui du pape François, à travers toutes ses déclarations, celles que vous évoquiez, celles au corps diplomatique de janvier 2019, et puis la convocation de l'ensemble des présidents des conférences épiscopales du monde, donc par là même, en quelque sorte, les délégués de tous les évêques du monde, sur ce sujet des abus et des agressions sexuelles. Donc je pense que les prises de position de la plus haute hiérarchie, si on peut appeler ça comme cela, de l'Église catholique, ces prises de position sont devenues incontestables, avec des mesures très précises, en particulier un texte réglementaire paru en juin dernier, qui intime l'ordre à tout responsable ecclésiastique, qu'il soit évêque, qu'il soit supérieur de communauté, de signaler sans délai des délits, des crimes dont il aurait connaissance, et sans s'imaginer que c'est lui qui devrait enquêter avant de le faire. Et qu'est-ce qui explique le silence qui a précédé justement ce moment où aujourd'hui, dans les églises, quand on s'y rend, on trouve à côté du guide de chant ou des prières, eh bien on y trouve des petits tracts qui disent si vous avez eu connaissance d'un crime sexuel au sein de l'église, eh bien n'hésitez pas à appeler ce numéro. À appeler la commission indépendante. Si vous trouvez cela dans toutes les églises, 1000 fois tant mieux. C'est un très bon signe. Je crains que ce ne soit pas tout à fait le cas, mais je ne peux que le souhaiter. Qu'est-ce qui explique ce silence? Enfin, 1000 choses, donc c'est très compliqué à résumer, mais je pense au moins deux. L'Église s'est longtemps pensée comme une institution en face du monde, et donc avec une sorte peut-être d'obsession, en tout cas de devoir, de se protéger. Et donc je pense que tout ce qui la mettait en cause, et en particulier tout ce qui mettait en cause les clercs, était vécu comme une atteinte
à elle-même. Et donc, moi j'ai rencontré beaucoup de victimes et beaucoup de victimes ou de proches de victimes, en particulier de parents, qui ont essayé à un moment ou à un autre de dire quelque chose à un responsable ecclésiastique et qui n'ont pas pu être entendus parce qu'en fin de compte, ils jetaient une sorte d'opprobre sur l'institution qui, je pense, ne pouvait pas, je dis cela sans du tout que ça la dédouane, mais entendre cela. Donc je pense qu'il y a beaucoup cela. Et puis cette idée du sacré que le prêtre, d'une autre façon, le religieux, est dans une sorte de position, je ne sais pas s'il faut dire de toute puissance, en tout cas au-delà de la loi, parce que sacré, et donc intouchable de ce point de vue-là. Dans le dernier livre de Vanessa Springora, le livre Le consentement, dont on parle beaucoup depuis maintenant une dizaine de jours, voici ce qu'elle écrit. Elle écrit « Si les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans sont illégales, pourquoi cette tolérance quand elles sont le fait du représentant d'une élite ? Photographe, écrivain, cinéaste ou peintre, il faut croire que l'artiste appartient à une caste à part, qu'il est un être aux vertus supérieures auquel nous offrons un mandat de toute puissance sans autre contrepartie que la production d'une œuvre originale et subversive, une sorte d'aristocrate détenteur de privilèges exceptionnels devant lequel notre jugement, dans un état de sidération aveugle, doit s'effacer. Tout autre individu aurait affaire à la justice et serait immédiatement considéré comme un criminel. En dehors des artistes, il n'y a guère que chez les prêtres qu'on ait assisté à une telle impunité. » Voici ce qu'écrit Vanessa Springora dans Le consentement. Bonsoir Anne-Claude Ramboise-Rendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon d'exceptionnaliser, pourrait-on dire, justement cette attitude de crime sexuel et de pédophilie pour deux catégories de la société, l'écrivain en l'occurrence, ou l'artiste, et de l'autre côté, le prêtre? Oui et non. Réponse facile, mais oui, parce qu'il est évident que certaines positions sociales qui font de vous un grand dominant socialement favorisent ce type d'impunité, et non parce que en réalité la difficulté qu'a éprouvée la justice depuis l'origine du code pénal, c'est-à-dire depuis 1810, à poursuivre et surtout à faire condamner les infracteurs sexuels, montre bien que cette impunité-là, c'est quand même la chose la mieux partagée. Enfin, ça a été longtemps, et historiquement en tout cas, la chose la mieux partagée par les agresseurs. Et donc, vous pensez qu'il faudrait avoir une lecture plutôt de genre, c'est-à-dire c'est la question de la domination masculine dans tous les domaines et dans tous les secteurs de la société qui permettrait de mieux comprendre justement ce sentiment d'impunité des agresseurs ? Ou des criminels? Oui, je pense que c'est une part importante de cette espèce de regard qu'on a historiquement porté sur la criminalité sexuelle, en considérant qu'après tout, un viol ou un attentat à la pudeur, ça n'était pas une chose très grave, que ça faisait peu ou prou partie d'un rituel d'initiation par lequel les enfants devaient passer, et que finalement, il n'y avait pas mort d'homme, donc tout ça n'était pas très grave. Et je pense que ça repose sur quand même une représentation qui n'est pas forcément consciente, qui n'est pas forcément verbalisée, qui est celle de la toute-puissance sexuelle masculine au XIXe siècle et encore pendant une très large partie du XXe siècle. Il y a quand même cette idée qu'un homme, ça a des pulsions sexuelles, qu'il faut bien que d'une manière ou d'une autre, il se contente, et que, oui, évidemment, moralement, c'est répréhensible, mais c'est comme ça. Il y a une espèce de fatalisme. Oui, néanmoins, il y a d'autres phrases comme « un homme, ça s'empêche » qu'on aurait pu utiliser souvent, qui étaient utilisées dans certains milieux au 19e et au 20e siècle, justement pour éviter d'aller jusqu'à ce crime sexuel. Gabriel Arena, vous êtes psychiatre et responsable du Centre des ressources auprès d'auteurs de violences sexuelles en Île-de-France Nord-Est. Vous rencontrez donc ceux qui ont commis ces crimes sexuels. Que disent-ils de cette impunité? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être impunis? Quand ils sont chez vous, évidemment, quand ils vous rencontrent, ils sont punis, en l'occurrence. Mais néanmoins, est-ce qu'ils ont l'impression d'impunité ou de l'avoir été avant d'avoir été arrêtés ou d'avoir été, de tomber sous le coup de la justice? Oui, alors c'est une très 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 large question. L'impunité, l'impression d'impunité, et l'impunité, si elle est là, c'est, je dirais, quand même en premier lieu, parce que les victimes ne portent pas plainte. Il ne faut pas oublier cet élément-là. Elles ne portent pas plainte, alors souvent, parce que comme dans le cas d'Aden Enel, ce sont de jeunes adolescentes qui sont sous l'emprise, effectivement, d'un prédateur, et qui fait que quelqu'un de proche, quelqu'un qui les aide, quelqu'un qui fait des choses pour elles, c'était le cinéma, etc. Donc c'est pas si facile que ça de porter plainte sur un monsieur qui vous fait
autant de gratification. Alors, ce qui est intéressant, c'est à quel moment, pourquoi elles n'ont pas porté plainte, ces deux personnes, quand même, que l'on cite, et à quel moment elles sont sorties du bois, comme on dit. C'est, par exemple, pour Adèle Haenel, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a décidé de parler au moment où elle a pensé que son agresseur allait s'attaquer à d'autres comédiens dans un film. Et alors ça, c'était épouvantable. Et c'est la même démarche que nous voyons chez les victimes. C'est-à-dire que parfois nous avons, parce qu'il ne faut pas oublier, là on parle de prédateurs et d'agresseurs sexuels, mais la plupart, 80% des agresseurs sexuels, c'est quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un c'est le papa, c'est le tonton, c'est le parrain, etc. Et donc c'est difficile donc pour l'enfant, et donc là c'était pour Adèle Haenel de porter plainte. Et on voit beaucoup de victimes qui vont se taire très longtemps lorsqu'il y a eu des pratiques incestueuses avec le père, et qui vont tout d'un coup, mais alors être farouchement en colère et porter plainte quand le père va s'attaquer au deuxième enfant ou à la deuxième petite fille. Alors, nous, les agresseurs sexuels, donc en premier lieu la victime, donc cette espèce de chape de plomb qu'il y a, et surtout cette honte profonde de la victime qui empêche effectivement de sortir de là. Alors nous, ceux que nous avons, ce sont ceux qui ont été pris, qui ont été sanctionnés. Ils n'ont pas du tout l'impression d'être non punis, car ils sont même, je dirais, en France, depuis la loi Guigou, enfin vraiment punis, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a, lorsque une plainte est posée et qu'il y a une reconnaissance effectivement de l'agression sexuelle, eh bien ils doivent rendre des comptes avant le jugement, et ensuite ils sont jugés, ils font ou pas de la prison, et ils doivent, une fois qu'ils sont sortis de prison, continuer à rendre des comptes, et ce, parfois tout au long de leur vie, voilà. Donc c'est loin d'être gagné pour eux. Je vous propose d'écouter ce son qui a été enregistré et diffusé ce matin sur France Info. Il s'agit de Frédéric Doyer, qui est avocat de Bernard Prénat, donc l'ancien père Prénat. Ce sont des faits qu'il a reconnus il y a 30 ans, qu'il avait avoué il y a 30 ans, et il l'avait avoué notamment en écrivant des courriers qui rendaient absolument non équivoques ses actes. Je ne vois pas comment aujourd'hui il pourrait faire marche arrière. Ce n'est pas le procès de l'Église, c'est peut-être le procès d'une époque, et c'est peut-être aussi le procès du silence. Il fut une époque où, par le silence, on pensait régler certaines choses. Et s'il y a de cela 30 ans, les parents avaient frappé à la porte du tribunal plutôt que de frapper à la porte de l'évêché, un procès se serait tenu. Et il aurait été condamné sur fond de sa reconnaissance et de ses aveux. Procès du silence, dit l'avocat de Bernard Prénat. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de présenter les choses? Non, je pense que c'est le procès de Bernard Prénat, il ne faut pas se tromper. Ça n'est pas le silence qui a agressé, violenté, voire violé ses enfants. C'est lui, en laissant, sauf la présomption d'innocence. Donc je pense qu'on ne peut pas dire ça. Après qu'il y ait un silence qui est aggravé, alourdi les choses, c'est-à-dire que ce silence organisé ou tacite soit venu alourdir la peine, la souffrance des personnes et cet enfermement dans le secret, oui, mais il ne s'agit pas de faire le procès du silence, mais de bien faire le procès de Bernard Prénat avec tout le milieu qui l'a entouré à ce moment-là, bien sûr. Avec ce que disent certains théologiens, et vous êtes vous-même théologienne, une sorte de bricolage théologique qui finit chez ces agresseurs sexuels par justifier l'injustifiable, par autoriser l'inadmissible, disent certains qui analysent justement le cas de ces prêtres devant cette commission qui a commencé, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que disent ces prêtres de ces agressions sexuelles qu'ils ont commises et la façon dont ils sont donc en tant qu'hommes de foi, obligés de se justifier aussi vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu et de leur foi. C'est-à-dire c'est une instrumentalisation théologique comme vous pouvez tout instrumentaliser, c'est assez facile. Par exemple, c'est une totale instrumentalisation de la volonté de Dieu. Combien d'agresseurs, on dit, enfin en tout cas dans le cadre de l'Église, on dit aux enfants, voire aux adultes en vulnérabilité, mais c'est la volonté de Dieu. Bon, alors... On a dit Dieu savait, il ne m'a pas arrêté, d'autres que moi ont péché, et le Christ les a gardés comme apôtres, ou encore Dieu m'a abandonné. C'est moi qui sais ce qui est bon pour toi. Si tu veux devenir parfait, fais ce que je te dis. Enfin, toutes ces choses qui sont complètement folles,
et sidérantes, enfin et glaçantes, ont existé tragiquement. Mais c'est même pas du bricolage, c'est plutôt de l'instrumentalisation. C'est-à-dire vous pouvez toujours transformer un propos intellectuel, quel qu'il soit, en élément de langage. Et à partir de là, vous verrouillez en quelque sorte la justification de votre crime, en l'occurrence. Anne-Claude Ambroise-Rendu, sur ces questions, sur ces entourages aussi qui sont allés en toute confiance voir l'église, par exemple, un autre prêtre ou un évêque pour dire voilà ce qui est en train de se passer et qui ont fait confiance à une église qui n'a pas sanctionné ces crimes et qui aurait peut-être dû, comme le disait l'avocat de Bernard Prénat, aller voir la justice à ce moment-là. Oui, mais je crois que de ce point de vue-là, la pesanteur historique est considérable parce que effectivement, ceux qui, à la fin du 19e siècle ou plus récemment, sont allés voir des supérieurs hiérarchiques au sein de l'Église pour dénoncer tel ou tel geste indécent, comme on l'a longtemps dit, se trouvaient déboutés et leur réponse à laquelle ils se heurtaient en toute confiance, c'était pas forcément Dieu, c'est la volonté de Dieu, mais enfin, mon fils, il ne faudrait pas effectivement jeter l'opprobre sur l'institution. Et donc, voilà, il y a un très beau roman de Mirbeau sur cette question. Octave Mirbeau. Oui, Octave Mirbeau, oui. Je crois que ça se comprend aussi dans ce contexte qui, depuis le début de la Troisième République, a été quand même effectivement le contexte d'un affrontement entre cette institution qui était l'Église et qui était mise à mal, disons, par la politique anticléricale menée par la Troisième République, et donc que l'Église se soit en quelque sorte rétractée, caparaçonnée sur ses acquis, effectivement, enfin sur ce qu'elle pouvait protéger, et effectivement, moi, j'ai trouvé des tas de dossiers dans lesquels le coupable, l'accusé, avait été mis à l'abri par son institution. Donc, c'est normal que finalement, on reproche à l'Église son silence, enfin, cette en même protection. Temps, on n'est plus sous la Troisième République. Non, mais je veux dire, c'est compréhensible parce que la responsabilité de l'institution, c'est une responsabilité aussi. Véronique Legoisiou, vous êtes avec nous au téléphone. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse associée au LAMES CNRS et que vous avez publié récemment aux presses de Sciences Po Viol, que fait la justice, justement sur cette sous-déclaration dont on vient de parler avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, mais également avec Gabriel Arena, cette façon de peut-être ne pas faire confiance à la justice parce que un tiers des poursuites simplement sont faites, alors que 2/3 des viols sont classés par les parquets. Tout cela, comment l'explique-t-on ? C'est une vraie énigme d'une certaine façon. Je pense qu'il y a une double énigme aujourd'hui. Enfin, moi, je le présente comme une énigme, un double constat énigmatique. C'est d'abord, comme ça a été énoncé, le faible taux de plainte, qui est énigmatique parce qu'on n'a jamais autant parlé des affaires sexuelles, on n'a jamais autant dénoncé les viols, ils n'ont jamais autant fait l'objet d'une aussi forte réprobation morale. Et il se trouve que le taux de plainte reste encore étonnamment bas au regard de la réprobation morale qui entoure aujourd'hui les crimes sexuels. Comme quoi le poids de l'histoire, dirait Anne-Claude Ambroise-Rendu, est extrêmement fort et la pesanteur est encore extrêmement vivace et lourde. Et de fait, comme vous venez de l'indiquer, il y a aussi les pratiques judiciaires. Il y a un contraste étonnant entre la sévérité de la loi. Je crois que nous sommes dotés d'un appareil pénal des plus répressifs, en tout cas sur le papier et dans les textes. Et lorsqu'on étudie de près les pratiques effectives des magistrats, on s'aperçoit de fait, comme j'ai pu le constater par mes travaux, ou comme le ministère de la Justice le dit lui-même, qu'aujourd'hui encore, 2/3 des affaires de viol sont classées. Ce qui veut dire pour les auditeurs que 2/3 des affaires de viol, parmi le petit pourcentage de celles qui sont connues par la justice, ne dépassent pas le stade du parquet. Ça veut dire que les auteurs ne seront pas jugés, ce qui est énorme. Et sur le tiers restant, effectivement, lors même qu'un viol devrait, en toute rigueur légale, se terminer dans une cour d'assises, eh bien, sur ce tiers restant, un tiers va être jugé au tribunal correctionnel, donc ce sera plus que qualifié comme un viol. Un tiers fera l'objet d'un non-lieu après une instruction, ce qui équivaut globalement à un classement. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est après l'instruction. Et un tiers seulement de ce tiers restant se terminera en cour d'assises. C'est-à-dire 1 à 2% des cas. C'est ça. Au fond, si on compare le nombre de viols déclarés par les victimes dans les enquêtes de victimation avec le nombre d'affaires effectivement portées devant une cour d'assises, on a un rapport de 1 à 2%.
Donc c'est bien plus qu'un sentiment d'impunité. C'est au fond une sorte d'impunité réelle. Mon sentiment, moi, est que ça ne fonctionne pas bien, le traitement pénal des affaires de viol. Je dis bien le traitement pénal des affaires de viol. Et que, alors, pour tout un tas de raisons qui seraient trop longs d'évoquer ici, dont certaines ne sont pas illégitimes, du reste, quand on examine les dossiers, effectivement, un très petit nombre d'affaires de viol se termine en cour d'assises sur un très petit nombre d'affaires de viol connues de la justice. Au fond, la justice méconnaît la quasi-totalité des affaires de viol déclarées par les victimes, en tout cas lors des enquêtes que nous réalisons. Et elle est là, l'énigme. C'est encore extrêmement étonnant, je le répète, au regard de cette dénonciation tous azimuts à laquelle nous assistons de façon fort légitime d'ailleurs. Gabrielle Arena, vous vouliez prendre la parole. Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, là, nous avons affaire. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que je reçois en consultation, évidemment, aussi des victimes, et pas que des agresseurs. Et je reçois des victimes sur des temps thérapeutiques assez longs, où finalement, à un moment donné, il se révèle qu'il y a eu des abus sexuels dans l'enfance ou dans l'adolescence. Mais voilà, la personne que j'ai devant moi, elle a 40 ans, 45 ans, 50 ans. Même si elle porte plainte, même si elle veut essayer d'y voir plus clair, il faut des preuves. Même si elle va dire un tel, mon père, mon frère, mon professeur de sport m'a fait ça, il lui faut, si elle veut judiciariser son histoire et aller jusqu'à porter plainte, il lui faut des preuves. Sinon, c'est un vrai jeu de massacre pour elle. C'est une double peine en quelque sorte. Donc la plupart, quelques-unes essaient, quelques-unes le font, d'autres ne le font pas. Et c'est pour ça que c'est difficile et qu'il ne faut pas lancer trop vite cette idée de porter plainte. Et d'autre part, sur la correctionnalisation, c'est aussi parce qu'il y a tellement de dossiers aussi que passer en correctionnel, ça permet aussi d'aller plus vite. Donc les peines arrivent plus tôt. C'est aussi important. 18h42 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat. Au départ, c'était un ami d'amis. Entrer par la douceur dans nos vies. Un grand seigneur, un érudit, un homme fascinant, magnétique. Lui-même était papa et bon papa. Pour nous tous, il était auréolé d'un parfum si doux, pur et rassurant. On nous confiait à lui sans hésiter. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. C'est notre homme. À nous. À vie. Un extrait de la glaçante chanson d'Albin de la Cibonne, Notre homme. Anne-Claude Ambroise-Rendu, sur cette question, c'est notre homme à nous, à vie, effectivement. Il y a ce qui a été dit à l'instant même à propos de ce drame qui se déroule sur des décennies pour ceux et celles qui ont subi justement un crime sexuel. Vous le rencontrez en tant qu'historienne dans les archives, justement, des déclarations tardives comme ça de ce qui s'est passé 10 ans, 15 ans ou 20 ans plus tôt, ou est-ce que c'est au moment même du crime, au 19e ou au début du 20e siècle, que ça se produit? Ça dépend de la nature du crime, de ce qui n'est jamais, à mon sens, suffisamment examiné de près. Mais oui, c'est même la règle quasi absolue pour les dénonciations d'inceste, parce qu'effectivement, dénoncer un père, dénoncer son père qu'on aime, qui par ailleurs est souvent le seul... celui par lequel la famille vit matériellement, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Donc la plupart des jeunes filles se déclenchent au moment où elles voient la possibilité d'une reproduction avec les petites sœurs ou les petits frères d'ailleurs, et de façon à les protéger.
Et cela, c'est régulier tout au long du 19e et du 20e siècle. Absolument, c'est constant, oui. Et du 21e siècle. Gabriel Arena. Je crois que vous devez nous quitter un peu précipitamment, Véronique Margron. Il est d'ici 5 minutes, vous devrez quitter ce studio. Je voulais revenir sur d'autres cas qui ont été marquants, pourrait-on dire, dans l'histoire de la relation récente de l'Église à ces crimes sexuels. Il y a eu le cas de Tony Anatrella, qui était à la fois donc prêtre et psychanalyste, et sur lequel, par exemple, un dominicain, le frère Philippe Lefebvre, qui fait partie d'ailleurs de la commission, la CIAZ, la commission d'enquête sur les abus sexuels, il n'en fait pas partie. Il a été entendu, c'est ça ? Oui. Voilà, qui a été entendu dans cette commission, donc c'est attardé depuis 2006. Il dit, voilà, il a fallu longtemps pour que on accepte de faire sauter cette impunité d'un homme aussi important au sein de l'Église de France, Tony Anatrella, parce qu'il était respecté pour ses travaux, à la fois en psychanalyste et également en tant que prêtre, pour qu'enfin on admette ce qui s'était passé. Ça fait partie effectivement de ce couvercle qui saute progressivement au sein de l'Église de France ? Oui, j'espère qu'il saute. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un phénomène qui est malheureusement fréquent aussi ailleurs que dans l'Église. Dans l'Église, ça n'est pas propre à l'Église, qui est une sorte de fascination quand même par ces personnages charismatiques. On le voit chez des prêtres agresseurs qui ont attiré des foules à eux. On le voit même avec Bernard Prénat, bien sûr, qui en quelques années, il y avait des centaines de jeunes autour de sa troupe scout qu'il avait montée intégralement, donc qui était son œuvre vraiment d'origine. Bon. Donc, et je pense que cette aura, ce côté charismatique, là, séducteur, brillant souvent, parce à vrai dire, s'il n'avait aucune de ces atouts, ils attireraient personne et il n'y aurait pas de victimes. Fascine aussi du coup le milieu, c'est-à-dire en l'occurrence l'Église. Enfin, moi j'ai entendu de la part de victimes qui ont essayé de dénoncer, mais enfin, ou un supérieur, un responsable, un évêque disant mais ce prêtre est fantastique. Et fantastique parce que son église est pleine, parce que je ne sais pas quoi. Et donc, c'est comme s'il y avait un abaissement de la lucidité, un abaissement de l'esprit critique, de la conscience morale, mais peut-être de la conscience tout court, devant cette sorte d'aura. Voilà. Et puis, je pense que ça participe de beaucoup au sentiment d'impunité. Et puis, effectivement, cela n'empêche pas, puisque nous parlons surtout de crimes sur mineurs avec le père Prénat, mais en l'occurrence, ça n'empêche pas aussi de ne pas cacher justement ce qui s'est passé aussi des agressions sexuelles à l'intérieur de l'Église, entre prêtres et sœurs. En l'occurrence, tout cela, ça fait partie de ce qui va progressivement peut-être apparaître au grand jour au fur et à mesure. Là, je vois le livre de Claude Langlois qui s'intitule, très grand spécialiste d'histoire de l'Église, qui s'intitule « On savait mais quoi, la pédophilie dans l'Église de la Révolution à nos jours », qui sort dans 2 jours aux éditions du Seuil. J'ai vu un autre livre qui vient tout juste de sortir, c'était à l'automne dernier, autour de cette question de l'omerta dans l'Église, qui a été signé par une journaliste chez Talandier. On va en découvrir d'autres, j'imagine. Bien malheureusement, oui, forcément. On va en découvrir d'autres. Tout ce qu'on peut espérer, bien tristement, c'est que maintenant il faut aller au bout. Je ne sais pas où est le bout, mais en tout cas, il faut que tout ce qui doit pouvoir accéder à la vérité y accède, tout ce qui puisse accéder à la lumière y accède. Je pense que jamais tout n'accédera, parce que je ne sais pas comment ce serait possible, ne serait-ce que parce que nombre de victimes peut-être ne parleront jamais ou dans 20 ou 30 ans. Et tout ce que la justice doit faire doit être fait. Bon, donc, on est dans cette situation aujourd'hui, on peut seulement espérer cela, c'est-à-dire que la lumière se fasse, soit faite, aussi coûteuse soit-elle, et que la justice passe. Merci beaucoup d'être venu. Je vous libère de cette discussion puisque vous devez partir en l'occurrence. Alors, je vous propose d'écouter toutes ici autour de la table. Ce sont des victimes après le premier procès donc, du cardinal Barbarin. C'était des victimes du père Prénat qui réagissaient après la condamnation du cardinal Barbarin à 6 mois de prison avec sursis en mars dernier. On les écoute. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y aura un avant et un après. Mais voilà, je crois que le mot, c'est qu'effectivement, personne n'est au-dessus des lois. Et nous, tout petits que nous sommes, on a réussi à faire bouger les lignes. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut sortir de tout cela la tête haute. Ça risque de faire émerger peut-être des prises de conscience dans l'Église, auprès de fidèles qui, du coup, voyaient la hiérarchie d'une autre manière.
Ça va peut-être aussi faire prendre conscience à d'autres victimes qu'elles peuvent maintenant avoir le courage de parler, que la justice suivra, que la justice pourra condamner. Donc on espère que ça fera acte pour d'autres choses à venir dans ce domaine-là. Ouais. Alors le jugement du procès en appel est attendu pour le 30 janvier à propos du cardinal Barbarin. Aucune condamnation n'a été requise, mais néanmoins on entend dans la voix de ces victimes du père Prénat justement la satisfaction d'avoir vu porter cette question devant la justice. Véronique Le Goisiou, cette question du procès, c'est important justement pour les victimes? Et pour J'ai envie de dire qu'on ne sait pas très bien. En écoutant à la fois mes collègues et ces victimes, je me disais, au fond, on n'a pas de travaux, à ma connaissance, en tout cas, sur ce qu'attendent réellement les plaignantes et les plaignants du procès judiciaire. Et je trouve qu'il serait utile de s'interroger sur cette question-là et d'essayer d'avoir des réponses. Je pense qu'on le voit d'ailleurs dans certains dossiers judiciaires, et ça peut en partie expliquer pourquoi certaines affaires sont classées. On peut avoir des plaignantes et des plaignants qui ne souhaitent pas aller plus loin que la plainte, par exemple, et qui ne veulent pas aller jusqu'au procès, pour des raisons qui ont été évoquées par exemple par Gabriel Arena, c'est-à-dire que lorsque c'est un proche, c'est quand même extrêmement compliqué de porter plainte contre son père ou contre un membre de sa famille, contre son conjoint pour les femmes adultes. Si c'est un membre de la famille et que c'est le père de famille et que c'est lui qui travaille, comment aller porter plainte et risquer d'envoyer en prison quelqu'un qui ramène par exemple la rémunération à domicile. Enfin, il y a une foultitude de raisons qui rendent la procédure judiciaire extrêmement complexe et éventuellement même extrêmement douloureuse pour les plaignantes et les plaignants. Mais il n'est pas certain que même celles et ceux qui saisissent la justice souhaitent aller jusqu'au procès. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Gabriel Arena, sur ce point? Oui, alors effectivement, les victimes ne s'imaginent pas totalement ce qui se passe dans le procès et effectivement souvent il y a un sentiment de ne pas avoir eu suffisamment ou de ne pas avoir été forcément entendu. Mais quand même beaucoup espèrent le procès et je pense qu'il faut aller vers ça, c'est-à-dire c'est très important pour elles, c'est très important cette place, cette parole qui va se libérer, justement dont on parle toujours, cette parole qui se libère. Mais je pense que c'est important le procès pour nous tous. C'est-à-dire que les agresseurs sexuels, ce n'est pas les autres. Ils font partie de notre monde à nous. Ils font partie de notre humanité. C'est ce que disait Adèle Haenel, d'ailleurs. Exactement, c'est ce qu'elle a dit à Mediapart, je crois. Mais je crois que c'est très important parce qu'effectivement, le procès, ça permet de mettre des mots. Alors moi, qui suis psychiatre, je suis quand même attachée à ça. Ça permet de mettre des mots sur les choses pour elles et aussi pour eux, parce qu'il faut pouvoir les sortir de ça. Et ça, c'est quand même la justice. Elle va pouvoir, les avocats, il faut aussi les défendre. Ils ne sont pas que des monstres dont on parlait. Là, ce prêtre, effectivement, c'est aussi quelqu'un de bien par ailleurs, vous voyez. Donc, sur ce point, Claude Ramboz-Rendu, sur la question de la possibilité que le procès serve justement aux victimes, mais aussi à l'agresseur, au criminel, à changer de position, à changer d'avis, à se regarder en face pour le criminel, par exemple. Est-ce que vous avez trouvé dans les archives, en tant qu'historienne, des témoignages de cela, ou est-ce que c'est plus complexe que ce que l'on croit ? Alors, c'est toujours plus complexe que ce que l'on croit. Ce qu'il me semble, c'est que depuis que quand même le volume des dénonciations a augmenté et on peut situer ça vers la fin des années 80. 1980, pas. 1980, vous êtes aussi l'historienne du 19e siècle. Donc, au début des années 1990, moi, il y a deux choses. D'une part, il me semble qu'il arrive parfois aux victimes de demander à la justice, et on l'a beaucoup dit d'ailleurs, ce que la justice ne peut pas donner, c'est-à-dire une espèce de réparation de la blessure psychique, à quoi la justice peut difficilement répondre. Bon. Mais en revanche, sur le plan collectif, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur le plan collectif, il est important qu'effectivement, sans du tout personnifier ou personnaliser ces affaires, le passage par la justice veut dire que la chose est prise à bras-le-corps par des institutions d'État et que donc on en fait un problème public, un problème collectif qui concerne tout le monde et que ça permet effectivement d'évacuer cette figure du monstre qui est une figure absurde. Est-ce que vous avez noté, puisque tout de même le 19e siècle et le 20e siècle sont un grand temps de déchristianisation et que nous avons commencé sur la question de l'impunité des prêtres, est-ce que vous avez
noter un changement sur les 2 siècles qui viennent de s'écouler, Anne-Claude Ambroise-Rendu, justement, qui serait la sortie du péché de chair. Vous savez, ce péché de chair permettait à la fois de critiquer la masturbation, la relation extra-conjugale et les attouchements sur mineurs, et de se dire, tout compte fait, tout ça, c'est un peu la même chose. Est-ce que, par exemple, ces questions-là, en distinguant par la justice des crimes différents à l'intérieur de ces crimes sexuels, est-ce que vous avez vu une évolution? La première évolution, c'est que le code pénal de 1810, et comme avant lui celui de 1791, est compris comme un texte sécularisé. C'est-à-dire qu'on évacue cette criminalité-là qui était perçue et pensée avant comme un péché, est désormais sécularisé. Bon. Donc, normalement, ça aurait dû permettre d'évacuer, 1, la notion de péché, 2, la dimension morale. Bien entendu, ce n'est pas le cas. La notion de péché peut être évacuée, en tout cas formellement et verbalement. La dimension morale, point du tout. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi pour ça qu'une sorte de soupçon a continué de régner sur les victimes elles-mêmes, puisque, après tout, si elles avaient été victimes, c'est que d'une façon ou d'une autre, elles n'étaient pas moralement irréprochables, pour le dire très rapidement. Et pour vous, de votre côté, Gabriel Arena, est-ce que vous avez vu, avec la montée au XXe siècle de la question de la psychiatrie, mais aussi de la psychanalyse, par exemple, de nouvelles attitudes qui étaient issues justement de la création de concepts issus justement de ces nouvelles disciplines, de la part des agresseurs en particulier, ou des justifications? Non, les agresseurs, non. Il n'y a pas vraiment de... les agresseurs, généralement, ils commencent par dénier, hein, surtout. Hein, on met du temps à ce qu'ils puissent travailler et parler de ce qu'ils ont passé. Non, ce qui interroge, si vous voulez, c'est plutôt... Alors, c'est que, voilà, notre société, pour parler du XXe siècle, à partir des années 70, dites de révolution sexuelle, de libération sexuelle, on aurait pu penser, puisque là, on parlait de l'Église, qui avait muselé, qui avait contraint une sexualité très encadrée, en quelque sorte, dans le couple, etc., avec ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, etc. Et tout d'un coup, il y a la contraception, il y a une liberté sexuelle, il y a les années 70, il y a énormément de choses, et on peut se dire, là, ça va être tranquille, on va pouvoir avoir des relations sexuelles extraordinaires. Alors, pourquoi est-ce que dans ce climat-là, il y a encore des agressions ? C'est ça, si vous voulez. Puisqu'on peut avoir une copine facilement, les choses peuvent se faire relativement tranquillement. Pourquoi est-ce qu'il y a... Donc c'est bien que ce problème de l'agression sexuelle, du crime sexuel, n'est pas que sexuel, très probablement. Et il est peut-être effectivement lié aux sociétés dans lesquelles on vit. Véronique Loisiou, est-ce que vous avez très brièvement une réponse à la question que vient tout juste de poser Gabriel Arena? Et quelle était la question? La question, c'était justement pourquoi, malgré la libération sexuelle, ces crimes qu'on pouvait penser liés à une vision morale de l'existence qui serait peut-être issue justement de la religion, sont toujours présents. Alors, je ne sais pas si j'ai une réponse, mais on peut constater qu'il y a une corrélation entre ce mouvement de libération sexuelle et la question du consentement. C'est-à-dire que dès lors, effectivement, que les barrières des morales sexuelles ou de la morale sexuelle se sont effacées ou ont été abolies, la seule question qui est restée en lice, c'est la question de la volonté de chacun. Et ce n'est pas pour rien que les mouvements féministes des années 60-70 ont les premiers mis sur la scène publique la question du est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas. Les féministes, effectivement, à ma connaissance, en tout cas je ne suis pas une spécialiste du féminisme ou de l'histoire du féminisme, mais à ma connaissance, elles ont mis sur la scène publique la question des violences sexuelles au moment à peu près au même moment que ce mouvement de la libération sexuelle. Parce qu'effectivement, si toutes les barrières s'effaçaient, les barrières conjugales, puisqu'au fond la libération sexuelle dit qu'on a le droit de faire l'amour avec qui on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut, etc. La seule question qui restait valide, c'était celle du consentement. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup Véronique Loisiou. Un dernier mot d'Anne-Claude Ambroise-Rendu, très bref, avant de terminer. Je voudrais juste rappeler que pour le code pénal de 1810 et jusqu'au nouveau code pénal de 1994, en droit, un enfant ne saurait consentir. Donc la question du consentement était évacuée par le droit lui-même, pas par la pratique, c'est vrai.
Merci à toutes les quatre d'être venues donc, pour discuter de cette question crime sexuel. Qu'est-ce qui crée le sentiment d'impunité? Merci à vous Véronique Legoisiou, Gabrielle Arena, à la sœur Véronique Margron qui a dû nous quitter un peu en avance avant la fin de cette émission, ainsi qu'à vous Anne-Claude Amboise-Rendu. Je rappelle que vous êtes auteur d'une histoire de la pédophilie chez Fayard et que bientôt va sortir donc dans 2 jours de Claude Langlois. On savait mais quoi, la pédophilie dans l'église de la Révolution à nos jours, c'est au seuil, et qui est sorti à l'automne dernier de Sophie Lebrun, Omerta, la pédophilie dans l'église de France chez Talendier. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique Jean-Frédéric, à la vidéo YouTube Diego Hac-Lopez, à la réalisation Marie-Laure Ciboulet. Demain, le temps du débat posera une autre question à l'ordre du jour. La maison brûle en Australie, et alors ?